grand merci à Madame Léniel. Déjà, vous pouvez l'applaudir avant la conférence. Alors, Madame Léniel a un besoin, vous allez voir, un besoin vital de témoigner. Elle a un agenda de ministre. Elle intervient dans de très nombreuses écoles, collèges, lycées, pour nous donner ce devoir de mémoire, ce mémoire collective. Et c'est quand même très important dans des périodes troubles, où en France même, il y a des montées importantes d'actes d'incivilité vis-à-vis des Juifs, des actes d'antisémitisme également. Donc on doit être, nous, les gardiens de la paix, les gardiens de la tolérance, et vous verrez que vous aurez un témoignage bouleversant. Madame Léniel a besoin de témoigner de sa petite jeunesse, mais toujours, même avec parfois, vous verrez, de l'humour, de la tendresse, et jamais de haine. C'est quand même très très important. Je laisse la parole à Monsieur Hubert. Merci Stéphane de nous accueillir, merci à l'Institut de Genève. Madame, je me permets de me mettre là. Madame, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve après 9 ans pour un nouveau témoignage. C'est en effet le 13 janvier 2011 au Collège Sainte-Clotilde que je dirigeais à l'époque, devenu l'Institut de la Sainte-Union de Douai, que nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'initiative de Marie-Christine Huyghe, documentaliste. Les élèves de 3e ont reçu, madame, ce jour-là, une leçon d'histoire qu'ils ne pourront oublier, mais surtout un cours sur la tolérance pour préserver la paix. Le vendredi 21 octobre 2011, j'ai eu le plaisir d'assister à l'Hôtel de Ville de Lille à votre cérémonie de remise des insignes de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. C'est la reconnaissance, madame, de la France à la petite fille de 11 ans, déportée à Ravensbrück et à Bergen-Belsen, sous le numéro de matricule 25612, devenu passeur de mémoire, que plus rien n'arrête dans sa volonté de préserver la paix. Alors quand Julien Cardon, nouvel enseignant du Collège Notre-Dame de Sizouin, m'a proposé de vous faire intervenir à nouveau, c'est sans réserve avec l'aide de nos amis de l'Institut que nous vous accueillons. Sachez, madame, que le devoir de mémoire a toute sa place dans nos établissements. L'année dernière, tous les élèves de 3e sont allés sur les traces de Schindler et ont visité le camp d'Auschwitz-Birkenau. Vous aurez remarqué, madame, que je ne m'adresse pas à vous affectueusement en utilisant votre prénom Lydie. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, bien au contraire, mais non, je martèle le mot « madame » avec insistance. C'est Jean d'Ormesson, académicien français, qui, pour moi, a donné une grande signification à ce mot lors de l'intronisation de Simone Veil à l'Académie française. Simone Veil, grande dame de notre pays, qui a vécu dans le même camp que le vôtre, les mêmes heures sombres de début 1945 à Bergen-Belsen. En utilisant le mot « madame », c'est le mot « respect » qui résonne. Respect pour votre courage, respect pour votre engagement, respect pour votre volonté de devoir de mémoire, respect pour votre acharnement pour la préservation de la paix, respect pour l'amour de l'homme et de la vie. Dans d'autres établissements, on vous l'a déjà fait, mais je ne peux résister. Je fais mienne, à votre égard, la conclusion du discours de Jean d'Ormesson à Simone Veil. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. Je me permets de vous offrir donc ce livre, une dernière édition de la vie de Simone Veil. J'espère que vous ne l'avez pas. Madame Léniel était dans le camp avec, elle va nous le dire, mais avec des grandes personnes, Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle, qui dormait tout juste au-dessus de vous, qui était aussi avec Anne Frank, et puis avec Simone Veil. Voilà, c'est avec grand plaisir et grande fierté.
je vous remercie infiniment. C'était une grande dame qui reste dans mon cœur à tout jamais. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises et c'est un cadeau magnifique. Un grand merci, monsieur. Moi-même, je voudrais vous offrir... Vous savez, les élèves me demandaient depuis tant d'années d'écrire un livre sur mon passé, sur mon vécu, ainsi que ma famille. Et au début, je disais, oh, vous savez, c'est pas la peine d'écrire un livre, je me présente, c'est plus important de me voir en personne. Mais les enseignants m'ont bien fait comprendre que, contrairement à ce que je pensais, je n'étais pas éternelle et qu'il fallait garder une trace. J'ai donc écrit ce livre et je suis toute heureuse de vous en remettre un exemplaire pour le CDI. Comme ça, les élèves pourront le consulter. Voici, monsieur. Et voici également pour l'Institut de Genève. Voilà. Merci. Alors, bonjour à tous. Très rapidement, petit 1, un grand merci à M. Loïs, à M. Hubert et à M. Spanot pour l'organisation logistique de l'après-midi. Deuxièmement, un grand merci à Lily d'avoir encore cette énergie de venir. Ça fait 15 ans que Lily me rejoint une journée par an dans les collèges et lycées. Et voilà, je sais ce que ça demande pour elle comme effort, elle ne le dira pas elle. Mais la nuit a été rude, une veille de témoignage. Et troisièmement, je voudrais vous rappeler quelque chose, c'est qu'on est de grands privilégiés cet après-midi. Il reste très peu de rescapés qui peuvent encore témoigner. Vous avez compris, hein, la plupart ne sont plus de ce monde, et ceux qui sont encore de ce monde n'ont parfois plus l'énergie. Lily fait partie des plus jeunes parmi les rescapés, c'est pour ça qu'elle est là, donc on a un privilège qui est une chose rare en fait, hein, cet après-midi. Et deuxièmement, je voudrais rappeler que même sur le plan historique, on a un privilège cet après-midi. Le plan des dignitaires nazis était d'éliminer les 11 millions de juifs d'Europe, vous le savez, vous l'avez étudié. Je pense que c'est un pied de nez cet après-midi, que vous soyez là, vous, jeune génération, à écouter Lily, 11 ans dans les camps, qui a survécu, c'est un pied de nez aux dignitaires nazis. Voilà, donc profitez bien, bonne écoute. Bonjour les enfants, bonjour. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux, tous souriants et intéressés, je l'espère. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous en connaissez tous le thème, bien sûr, puisque c'est dans vos cours d'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Vos enseignants en ont beaucoup parlé, mais rencontrer une personne qui a vécu cette période vous apportera un petit plus. Et je me contenterai tout simplement de vous raconter mon parcours, celui de ma famille durant ces années de guerre. Je commencerai tout d'abord par vous présenter ma famille, telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman, 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Mes frères, Robert, n'avaient que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous souffrions, nous avions peur. Nous habitions Roubaix à l'époque, près de Lille. L'on voyait défiler dans la ville ces nazis, ces soldats casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous les enfants. Vous savez aussi, bien entendu, qu'il y avait des catégories d'êtres humains destinés à disparaître de la surface du globe. Vous voyez de qui je veux parler? Des Juifs, bien sûr, mais pas seulement. Des tziganes, des malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là devant vous aujourd'hui. Quelle revanche sur les nazis! À l'époque, les Juifs devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables.
et tout leur était interdit. Dans les foyers, les adultes perdaient leur situation, c'était dramatique. Tous les lieux publics également leur étaient interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, les cinémas, même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était inscrit « Interdit aux enfants juifs ». C'est vous dire à quel point nous souffrions. Je vous disais que nous habitions Roubaix à l'époque, près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher tous trois dans sa propre famille. Vous vous rendez compte d'un geste merveilleux? Vous savez, ces familles qui cachaient des Juifs risquaient d'être déportées à leur tour. C'était très courageux. Nous avons donc tous trois été placés. J'étais chez le frère et la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants à l'époque, mais m'ont accueilli comme l'une des leurs, comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère Robert se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous donnaient beaucoup d'affection, nous y étions très bien. Cependant, l'on ne rencontrait guère les parents. Il ne fallait pas prendre de risques. Ça nous manquait quelque part. Un jour, je ne saurais dire pour quelle raison nos parents se sont imaginés, bien à tort, qu'il n'y avait plus de risque, nous ont fait rentrer à la maison et très vite après, toute la famille a été arrêtée. À ce moment-là, on se posait la question, avons-nous été dénoncés? C'eût été fort possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des Juifs. Mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient guère pour les dénoncer, afin de s'approprier de leurs biens, de leur habitation. Tout est possible en temps de guerre, et jamais nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Toujours est-il qu'étant recensés, nous avions donc dû donner nos noms et adresses dans les mairies, les préfectures. Il était donc très aisé de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée à tout jamais dans ma mémoire. Car figurez-vous, les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, les enfants avions préparé nos présents, fait de beaux dessins, préparé les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas à 3 heures du matin. On grimpait les escaliers, on tambourinait aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout, même au petit coin, l'on ne pouvait s'isoler, et criaient sans cesse « Schnell, los !» Ceux qui ont fait de l'allemand savent que cela signifie « Dépêchez-vous !» En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois, sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ces soldats qui, schnell-los, nous poussèrent dans les escaliers. Il y a des souvenirs qui restent gravés à tout jamais dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement.
Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Schnell, los, l'on nous a poussés dans les escaliers et nous sommes sortis. Devant la porte se tenait un grand camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman et les 3 petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison? Qu'avions-nous fait? Nous ne comprenions rien. Nous ne sommes restés que peu de temps, 2-3 jours à Los. Puis, l'on nous transporta dans une autre prison en Belgique, la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Vous savez, les déportés du Nord et du Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. En arrivant dans cette cellule trop exiguë, trop étroite pour le grand nombre que nous étions, je remarquai cependant aussitôt une dame qui semblait bien mal en point. Elle y était avec sa petite-fille Stella. Je parle toujours de Stella parce que cette petite, par la suite, allait nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que peu de temps, quelques jours, à Saint-Gilles, puis l'on nous mena dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique. Ce camp s'appelle Malines. Malines, en Belgique, est l'équivalent de Drancy, en France. Dans ce camp, il y avait des SS allemands, bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdekopf. En allemand, Pferd signifie cheval, Kopf, tête. C'était si bien trouvé. Il avait une figure chevaline, était particulièrement cruel, distribuait les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangions pour être toujours hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient. Mais c'était en plein hiver. Certaines personnes avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas bien nette. Ils recevaient des coups de fouet, devaient aller à l'extérieur en pleine bise, se laver à l'eau froide, bien entendu. Et parfois, ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. L'on entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les enfants, ça ne signifiait pas grand-chose. On se demandait avec angoisse ce que l'on allait faire de nous. Auparavant, nous devions à nouveau subir un grand contrôle. L'on nous fit entrer dans une pièce énorme. Les hommes et les grands garçons au-delà de 15 ans, à une extrémité de la salle, à l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. À un signal donné, nous devions tous nous mettre nus. Comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était si pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait bien mal devant ses fils.
Et un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune nazi, un jeune SS, qui nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation. Il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous pour voir si nous n'avions pas caché d'objets précieux, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous! Jamais je ne pourrai l'oublier. Puis, l'on nous mena dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. Je pense que vous en avez tous vu de ces wagons en bois où il était inscrit « Contenance 8 chevaux ». Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. La tinette est le seau hygiénique. Là encore, quelle impudeur d'avoir à faire ses besoins devant tous. L'on ne nous a pas ménagés. Au bout de ce voyage infâme, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs alignés, mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs chiens menaçants. Schnell los, ils nous poussèrent jusqu'au Washraum. Le Washraum est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleues. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur, en français bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet. L'on avait tout intérêt à retenir son matricule, qui est resté gravé en moi à tout jamais. Je n'étais plus que le 25.612. Vous savez, les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne. Nous n'avions plus de nom, plus d'état civil. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur, mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer, c'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours, l'on nous fit sortir du bloc. L'on nous promena de bloc en bloc, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blokova. De chaque côté, il y avait une pièce énorme. La responsable en était la Stubova. En allemand, Stube signifie salle, chambre.
Dans chaque stube, il y avait les fameux chalis que là encore, vraisemblablement, vous connaissez. Ces étroites couchettes en bois, munies d'une paillasse et à 3 étages. Au début, l'on couchait 2 par chalis, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalis. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, en arrivant, couchions dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalit. J'étais dans le chalit d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous, couchait Martha Desrumaux. Bien entendu, les enfants, ce nom ne vous évoque rien. Ça s'est passé il y a si longtemps. Mais sachez qu'à l'époque, Martha Desrumaux était une femme du Nord très célèbre, très connue. C'était une grande résistante, une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétart. Et au 3e étage du chalit couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Si je vous raconte tout cela, les enfants, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort, un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée très précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt après, tout le monde se précipitait au Vacheron. Je vous disais, le Vacheron est l'endroit où l'on pouvait faire un brin de toilette sommaire, rapide. Le Vacheron, dans ce bloc 31, était une pièce énorme dans laquelle se trouvait un très grand bloc de pierre. Dans ce bloc étaient insérés quelques fins tuyaux, d'où s'échappait un mince filet d'eau froide, bien entendu. Nous n'avons jamais connu d'eau chaude dans les camps. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions, ce qui fait que chaque jour, c'était la bousculade dans ce Vacheron. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, l'on nous a tout pris. Nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. Et pour être digne, il faut avoir l'air correct. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Puis l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz, mais parfois il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir bien dur, puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable, tous devaient s'y rendre. Et c'était si pénible. Des heures durant, nous devions rester sans bouger, 5 par 5. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensables, pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir à l'appel. D'autres même parfois étaient déjà décédées. Ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Tant qu'ils ne retrouvent l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger des heures durant. C'était atroce. Je revois encore certaines déportées, plus fatiguées que d'autres,
osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt l'Essesse lançait son chien menaçant qui venait nous mordre. Nous en avions une peur bleue, nous les enfants. Je revois également d'autres déportés, plus âgées, plus maladives, qui pendant l'appel se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me disais, mais que signifie ce geste ? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs, elles disparaissaient à tout jamais. Chaque jour après l'appel, ces femmes étaient triées pour l'Arbeit, ça veut dire le travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler aux Scheisskolonnes, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Les pauvres femmes affectées à cette tâche, lorsqu'elles rentraient le soir après l'Arbeit, l'on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était une femme petite, menue. Elle manipulait des outils, pelles et pioches plus lourds qu'elle. Elle souffrait beaucoup physiquement. Mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre. Cet enfant également disparaissait à tout jamais. Chaque soir, en rentrant de l'Arbeit, maman se demandait avec angoisse, « Vais-je retrouver mes petits-enfants ?» Ce n'est que bien des années plus tard, en grandissant, que j'ai compris ce souci quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler. Nous étions trop faibles, trop chétifs. Nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient interminables. Nous avions peur de tout, nous n'osions sortir de nos blocs. L'hiver surtout. Vous savez, à l'époque, en Allemagne, les hivers étaient si rigoureux. La température pouvait descendre jusqu'à -10, -20, parfois même -30 degrés, et nous n'avions rien pour nous protéger que nos pauvres robes rayées. Nous restions donc enfermés. Les journées n'en finissaient pas. Nous ne commencions à revivre, à respirer que le soir, au retour de maman de l'Arbeit. L'été, par contre, l'on voulait profiter d'un rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, car dans les allées se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs terribles chiens. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc. Et nous ne jouions plus, nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions ? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux donnaient de graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Il y avait aussi les furoncles, ces affreux boutons sanguinolents pleins de pus, bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un petit hôpital. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner. Mais au révire, l'on était dispensé de l'appel
et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au Révire. Mais ce tout petit enfant, sans sa maman, avait si peur, pleurait tant qu'à 2 reprises, il s'est sauvé du Révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y accompagner afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait de ces furoncles, de ces boutons qui, curieusement, s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ses furoncles, c'est toute une petite calotte qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au Révire. J'avais une forte dysenterie. Et au Révire également, nous avions très peur, nous les enfants, sans maman. La nuit surtout. Vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus de proportions, d'extension. La nuit, l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars. L'on entendait les toux des tuberculeux. L'on entendait les râles des mourants. C'était si impressionnant. Et cependant, nous sommes restés bien longtemps dans cet affreux camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 43 et y sommes restés jusque début 45, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour. Nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guère davantage. Les déportés affectés à cette tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarrions pour être servis les derniers. Les premiers n'avaient que de l'eau. Cependant, ces bidons étaient très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux, des déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens, tant nous avions faim. Nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage, un quignon de pain noir allemand bien dur, parfois un morceau de käse. Käse signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid intense. Nous n'avions rien, pas de pull pour nous protéger, rien que nos pauvres défroques. Mais souffert surtout, nous les enfants, d'une peur constante. Pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer. Comme je vous le disais, dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Je vous assure, nous en avions une peur bleue. Savez-vous que plus de 75 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisée. Donc, début février 1945, l'on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu à Ravensbrück enceintes. Avec l'aide d'autres déportés, avaient pu conserver leur bébé, étaient donc là sur la place. Vous savez, au début, à Ravensbrück,
Lorsqu'une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt de la façon la plus atroce. On plongeait ces nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait. Et les nazis poussaient le vice jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas. Nous étions donc là sur la place, nous devions partir, mais partir où ? L'on ne savait guère, vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageaient toujours les déportés, en wagons à bestiaux. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück et à nouveau avons voyagé 3-4 jours, toujours sans manger, sans boire. La tinette au milieu de nous, je vous disais le seau hygiénique qui dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage atroce et nous étions si serrés. Parfois la nuit, maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon. Ces parois avec des cadenas, des ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui que l'on se rendait compte des affres de la nuit. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, des camions vraisemblablement nous attendaient. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait sous les doigts à tâtons dans la pénombre, eh bien, c'étaient les cadavres de ces nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons, ensuite, étaient hissés sur les camions. Mais il y avait tant de monde, tout le monde avait pu saisir cette scène atroce. Et certaines déportées, plus âgées, plus fatiguées que d'autres, en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses d'y trouver un siège, ces fameux cartons pour s'y asseoir, en ignorant fort heureusement leur contenu, qu'elles n'avaient pu voir étant donné le grand nombre. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène ? Ces camions n'ont roulé que peu de temps, quelques dizaines de kilomètres, se sont ensuite arrêtés, nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on nous conduira à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau ces blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un SS nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous il y avait de grands malades, il y avait
des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades, dans une puanteur atroce. Il a fallu courir à l'appel, et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on appelait également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui explique tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore chaque jour ces charrettes en bois, munies de 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à la tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette, qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient. L'on voyait ici pendre un bras, là une jambe, là un crâne. Vision dantesque. Ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là dont je vous parlais tout à l'heure, de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert, que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Vous savez, à partir de ce moment-là, nous nous disions, dans ce camp, nous ne tiendrons pas longtemps. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout de quelque temps, nous constations que décidément maman était étrange. Elle gisait sur le sol à côté de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas. Elle était si bizarre, si étrange. Nous ne comprenions rien. Nous étions perdus. Je vous assure qu'à ce moment-là, nous souhaitions mourir. Elle qui avait été si formidable à Ravensbrück, qui ne vivait que pour ses enfants, qui n'imaginait pas rentrer sans l'un de nous 3. Là, elle était inconsciente sur le sol. Vraiment, nous étions perdus. Plus rien n'avait d'importance. Nous nous laissions aller. Cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'en croyant pas leurs yeux, de voir tous ces pauvres êtres affalés sur le sol, mélangés vivants et morts, dans une puanteur atroce. Ils étaient perdus, ne savaient que faire. Lorsqu'ils ont repris un peu plus tard connaissance, ils ont commencé par distribuer de la nourriture. Je revois encore ces grands pains de campagne ronds, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreiller. Nous n'avions aucune literie. Nous prenions donc ces pains comme oreillers. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un bloc. Et les statistiques le disaient bien à l'époque. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre. Une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un bloc, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures ou les jours qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger.
Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire, tout le monde était plus ou moins malade, mais d'abord, les cas les plus graves. Je vous disais qu'à Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus. Le typhus était une grave maladie qui pouvait se présenter sous 3 formes différentes. Il y avait d'abord le fleck-typhus. Les déportés étaient entièrement recouverts de boutons sanguinolents, pleins de pus. Ah, c'était répugnant. Mais heureusement, parfois, certains s'en tiraient bien. En second lieu, il y avait le Bauchtyphus. Bauch signifie ventre. Les déportés atteints du Bauchtyphus n'avaient même pas la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur, faisaient sous elle, ce qui explique, comme je vous le disais, cette puanteur dans tous les camps de concentration. Et la 3e forme de maladie est le Kopftyphus. Kopf, je vous disais au début, signifie tête. Les malades atteints du Kopftyphus étaient pitoyables. Gisaient sur le sol, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient. Déjà, ils étaient dans un autre monde. Mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le Kopftyphus, ce qui expliquait son comportement étrange. Elle fut emmenée au Révire. Et pour nous, les 3 enfants, sans maman, nous étions perdus. Rien n'avait plus grande importance. Cependant, les Anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas chose aisée. Il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et enfin, le grand jour est arrivé. Nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture que l'on pouvait avaler, mais qui avait tant d'importance à nos yeux. Avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieilles hardes, de vieux chiffons, y avions entassé la nourriture, confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable. La tête, le ventre gonflé à l'extrême, les membres, bras et jambes grêles ne le portaient plus. Il ne savait plus marcher, je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle l'on tenait tant afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds, et nous sommes arrivés tant bien que mal dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux, parce que c'est en wagon à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on n'en pouvait supporter. Le voyage du retour a duré longuement, les voies ferrées étant souvent bombardées, et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles, en Belgique. Les familles au courant étaient venues chercher leurs déportés. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles. La musique à tue-tête. Tout le monde était heureux. Nous 3, pas tellement dans notre coin. Nous nous sentions si seuls sans maman. Puis le train a repris sa route et est arrivé à Paris, où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia, avant-guerre, était un hôtel luxueux. Il est resté, il existe toujours. Mais pendant la guerre, Lutetia a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia.
Je revois encore notre arrivée ce jour-là. Les familles au courant de notre arrivée étaient venues nombreuses avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient, avec les noms des déportés écrits en grand pour voir si nous les connaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, c'étaient des scènes si touchantes. Ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois. Ensuite, ces familles emmenaient leurs déportés chez elles, bien entendu. Le soir du premier jour, il n'y avait plus grand monde à l'hôtel. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres et d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste, s'il pouvait, avec son épouse, nous accueillir quelque temps tous trois. Ce qu'ils firent avec grand cœur. Nous étions bien dans cette famille chaleureuse, aimante. Mais bien sûr, nos parents nous manquaient quelque part. Un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment ai-je pu oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, j'ai une tante qui habite dans les Deux-Sèvres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches à retrouver leur adresse. Ma tante, un jour, est arrivée à Paris venant nous chercher. Elle était bien maigre, mais comme elle était heureuse de nous retrouver. Et nous, donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train, sommes arrivés dans les Deux-Sèvres. Il y avait foule, les familles, les journalistes, les photographes. Ah, ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte, c'était un spectacle peu commun. 3 petits enfants qui rentrent tout seuls des camps de concentration, sans père ni mère. Nous étions vraiment très à l'honneur. Cependant, nos santé ne nous permettaient pas de rester dans la famille. Et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Un préventorium, c'est comme une maison de convalescents. Nous y étions bien, forcément. L'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours trop seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman, qu'on n'attendait plus, qui était là devant nos yeux d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là. La vie reprenait un sens. Nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium, achevant de nous soigner, de nous donner des forces. Mais nous ne pouvions y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous sommes revenus dans le nord, avons retrouvé la maison, mais dans quel état? Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été pillé 100%. Même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit, c'est bien beau, nous voilà enfin à la maison, mais comment va-t-on faire pour vivre? Nous n'avons absolument rien. Les voisins ont été merveilleux. Ils n'étaient pas bien riches, vous savez, mais chacun amenait ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table, des chaises, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre.
Au bout de quelque temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa va rentrer à son tour. Nous essaierons de reprendre notre vie d'avant. Malheureusement, plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'au moment de notre séparation après Malines, maman, les 3 enfants avons été menés à Ravensbrück puis Bergen-Belsen. Papa, lui, a été emmené dans le grand camp pour hommes, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevés de faim. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs qu'ils emmenèrent hors du camp. Et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous, les enfants. Nous devenions orphelins. C'était dur pour maman, qui se retrouvait veuve avec 3 petits-enfants à élever, tous de santé précaire. Est-ce que nous avons connu des années dures, vous savez, après notre retour, et nous ne pouvions en parler. Nous étions traumatisés par ces 2 années de souffrance. Et si de temps en temps l'on risquait d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait au plus haut point. Et l'on se taisait. Mais en ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, mon sang ne fit qu'un tour. Il fallait absolument que je rencontre des jeunes pour expliquer ce qu'était la guerre. Je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. J'ai donc commencé à témoigner. Peu au début, c'est pas facile, vous savez, de toujours témoigner, toujours se remémorer ce passé que l'on ne peut oublier, certes, mais on voudrait se reposer un peu. Au début, mon mari me disait toujours « Mais arrête un peu, arrête, tu te fais du mal. » Je lui disais « Tu as raison. » Mais dès qu'il y a une demande, je ne peux faire autrement que de dire présent. Pour moi, c'est indispensable de témoigner, parce qu'il faut absolument que vous sachiez, les enfants, à quel point la guerre est une chose épouvantable qu'il faut éviter à tout prix. Il faut pour cela que vous soyez vigilants. Tout peut revenir. De façon différente, bien entendu, mais le mal est partout. Soyez donc vigilants, soyez courageux, ne laissez pas dire n'importe quoi. Vous connaissez la vérité, ayez le courage de réagir quand vous entendez des mensonges. Il faut aussi, les enfants, que vous combattiez le racisme. Le racisme est un fléau à notre époque. Il faut que vous le combattiez. Il faut aussi que vous combattiez l'antisémitisme qui malheureusement perdure. Combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Il faut pour cela que vous soyez tolérants, les enfants, que vous vous acceptiez les uns les autres avec les différences. Ces différences ne font que vous enrichir. Vous savez, je vais parfois dans des établissements très mélangés et je dis toujours aux élèves, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences qui nous enrichissent. Et ces élèves le comprennent si bien. Je vous assure, ça me touche à quel point vous comprenez. Vous êtes les enfants, la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté.
La plupart, malheureusement, sont déjà décédés. Le peu qui restent sont trop âgés, ne peuvent plus témoigner. Savez-vous que je reste la seule pour tout le Nord-Pas-de-Calais? J'ai un travail immense et pourtant je ne suis plus toute jeune non plus. Au fait, avez-vous une idée de mon âge? Je vous ai mis sur la voie tout à l'heure. Je vous disais qu'en 1943, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Quel âge ai-je aujourd'hui? Eh bien, je vous le dis, je vais avoir 88 ans. Donc, vous voyez, je ne suis plus toute jeune, mais j'ai à cœur de rencontrer des élèves. Vous me donnez la force, vous me reboostez, les enfants, et je témoigne à l'infini. Je n'hésite pas à me déplacer, même au loin, si c'est nécessaire. Je suis allée l'année dernière témoigner en Bretagne, au Sable d'Olonne, à Rodez dans l'Aveyron, j'irai bientôt à Lyon. C'est indispensable. Et moi, je compte sur les jeunes. Quand nous ne serons plus, c'est vous qui transmettrez. Vous êtes nos petits messagers et j'ai foi en vous. Moi, j'aime les jeunes, j'ai foi en vous. Vous savez, parfois, il y a des adultes qui disent « Oh, les jeunes de maintenant sont impossibles, sont ceci, cela. » Moi, je dis « C'est pas vrai, les jeunes de maintenant sont formidables. Moi, je crois en vous, les enfants. J'aime les jeunes et je sais que, grâce à vous, il peut y avoir un monde meilleur, un monde de paix, un monde d'amour, de tolérance. C'est possible, l'union fait la force et vos merveilleuses lettres me le prouvent. Vous savez, ces lettres me donnent une force inouïe. Je vais vous en résumer deux qui m'ont particulièrement touchée. La première était une lettre d'une jeune fille de terminale. Elle m'écrivait une bien belle lettre, mais elle commençait par me dire « Madame Léniel, j'avais pas envie de venir vous écouter. C'est mon prof qui m'y a obligé. Parce que vous comprenez, je suis palestinienne. J'ai beaucoup souffert, ainsi que ma famille. Mais maintenant que je vous ai entendu, je me rends compte à quel point vous-même avez tant souffert. Vous avez perdu votre papa dans les camps de concentration et cependant il n'y a jamais de haine dans vos paroles. Vous ne parlez que d'amour, de paix, de tolérance, comme c'est beau. » Et elle terminait en écrivant « J'aimerais, madame, pouvoir un jour vous ressembler. » Vous ne trouvez pas que c'est une lettre merveilleuse? Ça m'a donné des forces. La seconde est également très belle. C'est un petit collégien, un petit maghrébin qui m'a fait une lettre adorable, truffée de fautes d'orthographe. Mais moi, j'ai dit, je ne fais pas attention aux fautes. Ce qui compte, c'est votre ressenti. Et ce petit m'écrivait, « Bravo, Madame Léniel, j'ai tout compris. Dès ce soir, j'en parlerai à ma famille. J'en parlerai plus tard à mes enfants, à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. » Je me suis dit, beau, c'est bien beau, il voit loin ce petit. Et il terminait en écrivant, « Mohamed, votre plus grand fan. » Et j'ai trouvé ça bien joli également. Au fait, les enfants, si vous aviez envie de m'écrire vous aussi, ne vous gênez surtout pas. Sachez que vous me feriez le plus grand des plaisirs. Si vous m'écriviez, vous remettriez vos courriers à vos enseignants qui me les feraient parvenir. Merci à l'avance pour ceux et celles qui le feront. Voilà, maintenant j'ai presque terminé mon témoignage, mais je voudrais, si vous le voulez bien, en 2 mots, je vous parle de la petite Stella. Ça vous intéresse de savoir ce qu'est devenue la petite Stella dont je parlais au début? Vous savez, Stella, c'est la petite que j'ai rencontrée pour la première fois à la prison Saint-Gilles, à Bruxelles, celle dont la maman était si mal en point. Stella nous a suivis dans notre périple, mais à Ravensbrück, elle n'était pas dans mon bloc. Je ne l'ai pas rencontrée. Ce n'est qu'après-guerre que beaucoup de déportés, nous nous rendions dans des camps de concentration en compagnie d'élèves et d'enseignants. Et c'est ainsi qu'une année, j'ai retrouvé Stella à Ravensbrück qui m'a expliqué son parcours.
Elle est donc arrivée avec sa maman à Malines et ensuite à Ravensbrück. À Ravensbrück, la maman, déjà très mal en point, est décédée presque aussitôt. Cette toute petite fille est restée seule dans le camp, comme ça devait être dur pour elle. Je dis toujours aux élèves, la déportation est commune à tous les déportés, mais chaque itinéraire est différent. Nous, à la fin, avons été menés à Bergen-Belsen. Stella, elle, est restée jusqu'au bout à Ravensbrück. Ravensbrück a été libérée par les Russes. Au moment de la libération, cette toute petite fille était perdue, ne savait où aller. Quelle coïncidence! C'est une déportée russe qui l'a prise par la main, l'a emmenée en Russie. Cet enfant qui ne parlait que le français s'est retrouvé dans un pays étranger avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas, comme ça devait être dur pour elle. On l'a mise dans un orphelinat. Au bout de quelques années, elle maîtrisait parfaitement la langue. Et puis, quelques années après, en grandissant, cette dame a fini par l'adopter. Cette dame bien plus âgée avait garçon et fille, et une belle histoire d'amour s'ensuivit. Le fils de cette dame et Stella se sont épris, l'un de l'autre se sont fiancés. Mais entre-temps, le papa de Stella, qui était à Buchenwald avec le mien, lui a eu la chance de rentrer. Aussitôt, il s'est enquis de sa famille. Il a bien vite appris que sa pauvre épouse était décédée. Et quand il a su que Stella se trouvait en Russie, il s'est dit « je vais aller la chercher ». Et je trouve leur histoire touchante, navrante, parce que le père et la fille ne pouvaient plus communiquer entre eux. Stella avait complètement oublié le français, ne parlait que le russe. Le papa que français, il fallait un interprète pour la moindre parole échangée. Et Stella, étant déjà engagée avec le jeune homme, n'a pas souhaité quitter la Russie. Elle y habite encore, elle vit, Stella. Je lui téléphone de temps en temps, elle habite à Saint-Pétersbourg. Au début, elle me disait toujours « Oh, ma sœur, nous sommes des sœurs de camp de concentration. Ma sœur, comme j'aimerais venir en France témoigner avec toi. » J'en parlais partout où je passais. Mais à l'époque, ce n'était pas facile de faire venir quelqu'un de Russie. Il y avait tant de paperasseries, tracasseries, ça n'avait pu se réaliser jusqu'à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Stella est venue en France. Nous avons témoigné ensemble comme elle était heureuse. Nous, les élèves aussi, bien entendu. À présent, Stella ne souhaite qu'une seule chose, c'est d'y revenir en France. Voici l'histoire de Stella. Et maintenant, pour terminer tout à fait, les enfants, je voudrais vous apporter un petit plus. Vous le méritez quand même. Vous avez écouté avec tant d'attention, sans le moindre bruit. Je voudrais chanter pour vous. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Mais ce sont des petits chants très spéciaux. Je vous explique. Dans le camp de Ravensbrück, où nous étions au bloc 31 avec Geneviève de Gaulle, nous avions des Stubova, je vous disais, les personnes qui nous gardaient au début. Nous avons eu des Stubova très dures, très méchantes au début, dont nous avions peur. Mais à la fin, nous avons eu une Stubova épatante. C'était une dame tchèque avec un cœur gros comme ça. Elle souffrait de voir ses petits-enfants si tristes, si malheureux. Lorsqu'il n'y avait pas trop de SS dans les parages, elle nous rassemblait et nous disait « Chante quelque chose ». Mais nous ne savions pas chanter, nous ne nous y attendions pas. Elle insistait, cette dame. Elle avait tellement bien compris que pendant les quelques minutes où nous nous exécutions, on pensait qu'on était déjà hors du camp. Et c'était des minutes exceptionnelles. Voilà, je vais essayer d'en résumer quelques-uns pour vous.
Ce sont des petits chants en langues étrangères. Au début, j'annonnais, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. J'ai essayé de faire traduire et je me suis rendu compte que c'était toujours très simple, très enfantin. Voici. Dans le camp, il y avait des enfants hollandais, une petite berceuse. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten lopen straat. Er straat met 4 witte voetjes. Die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten lopen straat. Il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lait. Vous voyez, c'est très tendre. Il y avait aussi des enfants polonais. Une courte récitation. Kotkidva, Chariburi, Obedva, nic nie będą robiły, tylko Lili bawiły. Là encore, 2 petits chats qui ne voulaient jouer qu'avec Lili. Vous savez que mon prénom c'est Lili, Ellie. Je dis ça dans le cas où vous m'écririez. Vous voyez que je ne perds pas le nord. Hein. Il y avait des enfants tchèques, une berceuse également. Pasla, ovečky, zelenem haječku. Pasla, ovečky, sebemte se, janani, dupi-dupi-dup. O nazas, tsupi-tsupi-tsup. O fem, ovečky, sebemte se. Là aussi, il s'agit d'une bergère et de ses petits moutons. C'est toujours très tendre. Je vous disais que nous étions arrivés à Ravensbrück en décembre 1943. Donc Noël était proche et l'on chantait en allemand ce que l'on chante partout en Europe. Vous connaissez la chanson en français, mais en allemand, voici. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zum Sommerzeit, doch auch im Winter, wenn schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Je vous disais que j'avais rencontré une année Stella à Ravensbrück. Nous échangions nos souvenirs d'enfants, nos petites chansons. Stella me dit, veux-tu que je t'apprenne un refrain en russe? Ça complétera ta collection de langues. J'ai dit, bien sûr, je suis preneuse. Elle m'a donc appris un refrain russe d'une chanson qui existe également en français. En français, le titre est « Le temps du muguet ». En russe, voici. Nie slišnuj v sadu, daže šorohi, всюзд замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги, подмосковные вечера. Если знали вы, как мне дороги, подмосковные вечера. Et pour terminer, la plus belle, la française, bien entendu. Vous savez, les enfants, pendant la guerre, il y avait un chanteur français connu de tous qui s'appelait Charles Trenet. Il chantait une chanson également très célèbre. Le titre était tout simplement « Je chante ». À Ravensbrück, au bloc 31, où nous étions avec Geneviève de Gaulle, nous avions conservé la mélodie, la musique, mais changé les paroles pour y mettre notre quotidien. Voici. On souffre,
on souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim. On pleure car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange du rutabaga à midi, on mange du chou aussi. On soupe avec un bol de café, une tartine non beurrée, on en a plus qu'assez. Et c'est ce qui vient nous voir chaque soir. Et c'est quel rasoir. À cause de toi, nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène qui nous réveille la nuit, sirène, je te maudis. À cause de toi, à 3h30, on doit quitter son petit lit. Bitterou, ça veut dire silence. Bitterou, entendons crier partout. Bitterou, l'on devient fou. L'SS ne fait que nous insulter. Elle crie comme une enragée. Et nous terminions par De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie, si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. Voici. Merci. 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 Merci, vous êtes formidables. Vous voyez, les enfants, j'ai bien travaillé. Vous savez, je reste toujours près de 2 heures. Toujours, c'est ma dignité de témoigner debout, avec bien du rouge à lèvres. Vous voyez, j'ai donc bien travaillé. Maintenant, c'est à votre tour. Et je suis là pour répondre à vos questions. Vous comprenez pourquoi je l'appelle plus Lily, mais je l'appelle bien Madame. Déjà, bravo. Merci. Et que sont devenus André et Robert, vos frères? Mes frères, eh bien, vous savez, au début, je témoignais avec mon frère Robert. Il n'y a que 15 mois d'écart. Et c'était formidable pour les élèves de voir frères et sœurs témoigner ensemble. Lorsque l'un oubliait un détail, l'autre y remédiait. Puis son épouse est tombée bien malade, il a arrêté pour la soigner et n'a jamais voulu reprendre les témoignages. Quant à mon petit frère André, il n'avait que 3 ans et demi à l'époque, donc n'avait pas de souvenirs précis. Il ne pouvait pas témoigner. Cependant, il était mal dans sa peau et en poursuivant ses études, il s'est dit « je voudrais être enseignant ». Il est devenu professeur de français dans la région parisienne et pendant ces nombreuses années d'enseignement, il s'est dit « je vais mettre à profit pour faire une thèse d'État » sur la condition des enfants juifs et tziganes. On n'en parle pas beaucoup des tziganes, mais qui ont beaucoup souffert également. Donc, la condition des enfants juifs et tziganes dans le système concentrationnaire nazi. Cette thèse, il a mis au moins 20 ans pour l'achever, tant il y avait de travail. Mais se disait en même temps, je vais peut-être évacuer ce mal que j'ai en moi avec la thèse. La thèse, il l'a bien soutenue à la Sorbonne, mais le mal est toujours en lui. Vous savez, jusqu'à la fin de nos jours, nous aurons ce mal en nous. Nous ne pouvons pas, nous pouvons pas être épargnés. Mais cependant, il y a des gens comme nous, comme moi. Nous avons cette résilience, c'est d'aller au-delà du mal pour transmettre aux jeunes, et c'est important. Voilà pour mes frères. Maintenant, ils habitent dans le sud de la France. Je ne les vois pas souvent. Heureusement, nous nous téléphonons fréquemment et ils me disent toujours « Mais que fais-tu seul dans le Nord? Viens nous rejoindre !» Et je leur dis « Mais ma mission n'est pas achevée. Moi, j'ai une mission à accomplir. J'ai encore tant de témoignages à donner. »
Vous savez, un jour, un élève m'a demandé avec le sourire, « Madame, jusqu'à quel âge vous avez l'intention de témoigner comme cela ?» Oh, en souriant, je lui réponds également, « Pour commencer, jusqu'à l'âge de 100 ans au moins, après on verra. » Bonjour déjà. Et, Bonjour. est-ce que vous avez rencontré d'autres déportés que Stella après être partie du camp? Oui, bien entendu. Surtout après notre retour, nous nous retrouvions régulièrement. Nous avions nos réunions. Après, bien sûr, beaucoup ont disparu. Et comme je vous le disais, le peu qui reste sont trop âgés, ne peuvent même plus se déplacer. On rencontre la famille des déportés plus fréquemment maintenant, mais nous nous téléphonons avec les rares qui restent. Si, nous avons toujours des contacts. Bien sûr, nous sommes de la même famille, hein, c'est une grande famille que ces déportés. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est parfois pas trop compliqué de toujours devoir se rappeler ce qui s'est passé, de témoigner de votre histoire? C'est pas parfois un peu dur et vous pesez un peu, non? Comme je vous le disais, c'est vrai que c'est pas facile, vous savez, à chaque fois se remémorer ce passé. Bien sûr, c'est gravé en nous à tout jamais, et c'est pas facile, mais certaines personnes y arrivent. C'est ce qu'on appelle la résilience, comme je vous le disais. Tous n'y sont pas parvenus, vous savez. Il y a bien des déportés, moi j'en connais, qui n'ont jamais pu en parler. Et ça peut se comprendre également. Tout le monde ne peut pas aller au-delà de ça. Et puis, il y en a aussi ceux qui en ont parlé, mais c'est pas facile non plus de témoigner dans le bon sens. Il faut que ce soit compréhensible, des jeunes chronologiques. J'en ai connu qui témoignaient un peu dans tous les sens et les souvenirs leur revenaient et donc ça paraissait un peu brouillon, les enfants n'y comprenaient plus rien. Donc c'est pas aisé de témoigner, mais certains le font et c'est important. Et puis ensuite, après nous, c'est vous qui transmettrez. Vous le savez que vous avez un rôle à remplir après notre départ. Je vous disais, vous êtes nos petits messagers et j'ai foi en vous, vous le ferez partout. Je suis persuadée que tous les jeunes, je n'ai pas cette... Vous savez, j'ai fait le calcul des jeunes que j'ai rencontrés, ne fût-ce que l'année dernière. Eh bien, j'en ai rencontré 23 567 élèves. C'est pas merveilleux, ça? Donc, parmi ceux-là, beaucoup ont retenu et transmettront à leur tour, comme vous le ferez également. Je compte sur vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'au début, quand vous êtes sorti du camp, ça a été difficile d'en reparler avec votre famille? Ah oui, mais je vous le disais tout à l'heure, je vous l'ai dit, qu'en famille, nous n'en parlions pas. Nous avons cette pudeur. Vous savez, j'ai une fille, jamais je ne lui en parlais, ni à mon mari. Bien sûr qu'ils savent. Elle est allée en classe et puis avec les médias, la télé, la radio, tout ça, ils savent, mais nous n'en parlons peu. C'est incroyable et beaucoup de déportés disent de même, nous n'en parlons pas en famille. Vous savez, c'est peut-être pour éviter de faire souffrir les nôtres. On ne peut pas en parler. Donc, voilà, c'est dur, vous savez, de parler de la déportation en famille. Je suis plus à l'aise avec les élèves parce que moi, je veux qu'il y ait des jeunes qui comprennent la leçon, surtout qu'ils comprennent qu'à leur tour, vous devrez vous montrer courageux et décider à rétablir la vérité. Parce que, vous savez, les enfants, bientôt vous serez en âge de voter. Et il faudra bien réfléchir, ne pas voter n'importe comment. Bien, c'est lourd de conséquences, vos votes. Donc réfléchissez bien et faites-le dans le bon sens. Mais je sais que ce sera le cas. Vous êtes bien, vous, les jeunes. Moi, je ne suis qu'avec des jeunes
et vous me donnez beaucoup d'espoir. Bonjour. Bonjour. Votre famille a été déportée pour être juif. Est-ce que la famille était vraiment juive ou a été juste dénoncée? Est-ce que si jamais vous êtes juif, vraiment, vous le pratiquez encore aujourd'hui? Est-ce que je suis vraiment juif? Oui. Oui, là j'ai compris. Mais oui, vous savez, je vous le disais, au début, lorsque nous avons été arrêtés, nous les enfants, nous étions étonnés. Pour nous, juifs, ça ne signifiait rien. J'allais à l'école primaire et j'étais avec d'autres élèves. Pour moi, il n'y avait pas de différence. Je ne savais même pas ce que ça veut dire juif. Et puis, notre famille n'était pas pratiquante. Je ne le suis pas davantage, mais j'y tiens quand même. Un élève un jour m'a posé la question: Madame, avez-vous songé à changer de religion à votre retour? J'ai dit mais non, je ne suis pas pratiquante, c'est vrai, mais je suis née juive, donc je le reste, comme un autre enfant est né catholique ou un autre musulman. On est ce qu'on est en naissant. Je n'ai pas envie de changer, d'autant plus que j'ai bien souffert pour cette religion. Mais je ne suis toujours pas pratiquante. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir pourquoi vous n'éprouvez aucune haine envers les gens qui vous ont fait ça. Pourquoi? Vous savez, ça n'est pas venu tout de suite, hein. Franchement, ça a pris du temps parce que j'ai compris qu'avec la haine, on ne pouvait rien construire. C'est pour cela que je dis toujours aux élèves, plus de haine, surtout, plus de haine, de la tolérance. Et quand les élèves, pour élargir cette question, me disent « Madame, en voulez-vous aux Allemands ?» Eh bien, en rentrant des camps, vous savez, les Allemands, on les appelait ici dans le Nord les Boches, les Schleux. Et puis, en grandissant, j'ai réfléchi et j'ai dit, on ne peut pas inclure le peuple allemand tout entier. Vous savez que beaucoup d'Allemands étaient contre la théorie d'Hitler, contre le nazisme. Et ces Allemands-là étaient les premiers déportés dans les camps de concentration. Donc, aux Allemands, je ne peux pas en vouloir. Mais bien entendu, aux nazis, jamais je ne pardonnerai. Je ne pardonnerai pas. Mais justement, j'ai compris qu'avec la haine, on ne pouvait rien construire. Et donc, les enfants, je vous en prie, plus de haine. Vous n'êtes pas obligés de tous vous adorer, mais au moins qu'on se respecte, plus de haine. La haine détruit tout. Et voilà, moi c'est ma façon de voir les choses et je pense que c'est de cette façon-là qu'on obtiendra par la suite un monde meilleur, un monde tolérant, parce que ça n'en prend pas le chemin malheureusement actuellement, mais vous les jeunes ferez en sorte que le monde devienne meilleur. Je compte sur vous. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez poursuivi des études après la libération et à la sortie du camp, etc., quand vous avez été accueilli par la famille. Ah oui, bien sûr. Vous savez, quand je suis rentrée des camps, j'avais pas tout à fait, à peine 13 ans. Mes frères, Robert, n'avaient que 11 ans et demi et 5 ans et demi, le petit André. Donc nous étions d'âge scolaire et les voisins formidables, toujours voulant aider maman, lui ont dit « Eh bien, nous nous occuperons de l'instruction, de l'éducation des enfants. » Et nous ont inscrits dans une institution catholique. Et pour nous, c'était très étrange. Vous savez, à l'époque, on priait en entrant à l'école, en allant à la récréation, on priait, au retour de récréation, le midi, idem l'après-midi. J'avais toujours l'impression qu'on priait constamment. Mais les religieuses, connaissant notre passé, nous entouraient de beaucoup d'affection. Nous y étions bien et je conserve un si bon souvenir de cette institution-là.
Puis, nous avons continué nos études au lycée et même au-delà. Donc, après, nous avons réussi à récupérer ces 2 années et à notre profit. Et puis voilà. Et puis ensuite, nous avons commencé à travailler, au fond, la vie de tout un chacun. Nous avons récupéré. Certains déportés n'ont jamais pu le faire. Certains sont restés traumatisés à vie. Vous savez qu'il y a des déportés qui, même plusieurs années après leur retour, se sont suicidés, ne pouvant supporter cela. Je pense tout spécialement à l'écrivain italien Primo Levi, qui s'est suicider tant d'années après, c'est quelque chose d'atroce, les camps de concentration. Donc tout est possible, il faut tout admettre, chaque réaction. Rebonjour. Bonjour. Après votre libération, est-ce que vous avez rencontré un SS et si oui, comment avez-vous réagi? Oui, après... Heureusement, je n'ai jamais rencontré des nazis face à face. Hein. Heureusement d'ailleurs. Parfois, certains élèves me disent « Madame, avez-vous rencontré Hitler dans le camp ?» Ben, je dis non. Hitler se contentait de donner ses ordres infâmes à ses SS qu'il appliquait sans état d'âme. Mais je ne l'ai jamais rencontré dans le camp. Et ça ne m'a pas manqué, vous savez. Et donc, suite à ça, il me disait, est-ce que vous aviez déjà rencontré un peu de sympathie dans les yeux de ces SS qui vous gardaient? Et j'ai dit, je ne veux pas le nier, peut-être que ça s'est produit pour d'autres déportés. Mais en ce qui nous concerne, jamais je n'ai vu la moindre compassion dans les yeux de ces SS. Pourtant, ces hommes étaient des pères de famille, avaient des enfants qu'ils aimaient. Comment pouvaient-ils en même temps être aussi féroces? Je n'ai jamais compris cela. C'est quelque chose d'épouvantable, sans état d'âme, qu'ils pouvaient être terrifiants, ces êtres-là. La destruction industriellement de 6 millions de Juifs, 6 millions sont morts uniquement parce qu'ils étaient nés Juifs. Vous savez, on vous le disait tout à l'heure, à Bergen-Belsen, il y avait Madame Simone Weil, la belle grande dame, et il y avait aussi les sœurs Franck, Anne et sa sœur Margot. Quelle triste histoire. Margot, la première, est décédée peut-être 2 mois avant la libération du camp. Elle avait contracté le typhus. Très vite après, sa sœur Anne a suivi et est morte à son tour. Et je trouve cela lamentable. Cette petite avait tant de capacités, tant de dons. Je suis persuadée que si on l'avait laissée vivre, elle serait devenue une grande journaliste, un grand écrivain. Elle avait du talent et elles sont mortes toutes les deux uniquement parce qu'elles étaient nées juives. Donc vous voyez l'horreur de l'antisémitisme et du racisme qu'il faut éviter à tout prix. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes retourné dans des camps de concentration? Est-ce que vous êtes retourné à Ravensbrück ou à Bergen-Belsen des années après? Oui, mais je l'ai dit, hein. Je l'ai dit qu'après-guerre, mais bien après, vous savez, c'est vrai, beaucoup de déportés, enfin le plus possible, se rendaient dans les camps en compagnie d'élèves et d'enseignants, et ça se poursuit encore. Beaucoup d'élèves vont dans les camps, surtout à Auschwitz, c'est le camp type, mais dans les autres camps également. Et donc j'ai accompagné des élèves à plusieurs reprises à Ravensbrück, à Bergen-Belsen, à Buchenwald, où était mon papa. Je suis allée également à Auschwitz. Oui, c'est notre rôle d'accompagner les jeunes.
Et j'essaie d'y aller encore. Cette année surtout, j'espère pouvoir être en forme et y aller en avril. Vous savez, j'ai reçu une invitation du camp de Ravensbrück et même du camp de Bergen-Belsen. C'est le 75e anniversaire de la libération des camps. Donc, il est important de marquer le coup et j'espère pouvoir y aller. Bonjour, alors j'aurais une question un peu indiscrète. À l'entrée dans le camp, est-ce que vous avez été tatoué ou pas? Non, vous savez, c'est à Auschwitz que l'on tatouait le matricule sur le bras gauche. C'était le matricule. Dans les autres camps, le matricule était inscrit sur un carré d'étoffe, les chiffres, et ce carré était cousu sur la robe rayée. Donc c'est à Auschwitz qu'on tatouait. Et suite à ça, les élèves me disent « Êtes-vous passé par Auschwitz également ?» Je leur dis « Heureusement non, les enfants, parce que si ça avait été Auschwitz, je ne serais pas là aujourd'hui. À Auschwitz, jusqu'à l'âge de 15 ans, lorsqu'un enfant arrivait dans le camp, allait directement dans la chambre à gaz et les fours crématoires. Donc si j'étais avec mes frères passés à Auschwitz, je ne serais pas là. Le sort a fait que nous passions par... Et je dis toujours aux élèves, à Auschwitz, c'était la mort immédiate pour nous, les Juifs. Dans les autres camps, c'était la mort à petit feu. Je vous assure qu'à Bergen-Belsen, ces terribles camps, ne fût-ce que 15 jours, 3 semaines de plus, nous n'y tenions plus. C'était un camp épouvantable. Est-ce que vous avez une profession après? Oui, après mes études. Vous savez, à l'époque, c'était facile de trouver un travail. On en avait au choix. Et le premier travail qui s'est présenté me convenait parfaitement. J'étais devenue soutien de famille, n'est-ce pas, puisque papa n'est pas rentré, j'étais l'aîné, soutien de famille. Et donc, j'ai pris ce premier emploi et j'étais devenue secrétaire de direction dans une énorme firme textile. Vous savez, à l'époque, le textile était florissant là dans le Nord. Et ce métier me convenait parfaitement parce qu'il était tellement varié. Je recevais des personnalités, je faisais des traductions en anglais, beaucoup de choses. C'était très, très bien, ça me convenait. Mon frère Robert, lui, est devenu chef de service dans un grand service textile également, et le tout petit André, enseignant, professeur de français. Donc, vous voyez, nous avons eu la vie presque normale d'autres. Mais notre passé est toujours là. Jamais nous ne pourrons l'oublier. Mais voilà ce que je dis, moi. Avec tout le mal qu'on m'a fait, eh bien, voilà ce que moi je donne, de l'amour, de la tolérance, et je souhaite un monde de paix pour vous, les enfants. Je suis sûre que vous l'obtiendrez. Je vous le souhaite de tout cœur. Merci pour cette dernière question. Un grand merci, les enfants. Vous êtes tous formidables. Merci. Vous êtes bien, vous les jeunes. Vous me donnez beaucoup d'espoir et j'ai foi en vous. Plus de haine surtout.
Vous avez dominé ce malheur avec une fermeté d'âme exemplaire. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse. Et les Français aiment le courage. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, Madame. Vous, les jeunes, ferez en sorte que le monde devienne meilleur. Je compte sur vous. Nous vous aimons, Madame. Nous vous aimons, Madame. Nous vous aimons, Madame.